Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Non. Cette nature sauvage convient bien au renard roux. Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Au lever du jour, le mâle part en quête de nourriture. Moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Il se fie à son ouïe fine. Non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Et à son odorat développé. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? C'est effrayant. Eh ben, c'est plutôt bon. On n'a jamais dit ça. Pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Nous recommandons le redoublement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et oui, on n'arrêtera pas, on n'arrêtera pas. Alors, quelle guerre? Eh bien, vous avez vu aux États-Unis hier, et merci de vos réactions qui ont été extrêmement nombreuses. Nous avons parlé de cet extraordinaire scandale d'État avec le Doge, avec Elon Musk et Donald Trump qui s'occupent de quoi? Eh bien, des dépenses de l'État et surtout des excès et des pactes de corruption pratiquement planétaires. Ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe aussi ailleurs. Et on va parler. Ça se passe pas en France quand même. Non, en France on est pur. On n'y a pas de pacte de corruption. Mais on va quand même en parler avec Charles Prats, vous savez, le magistrat en disponibilité, délégué national du DR aujourd'hui, et qui a écrit des best-sellers, Les 2 cartels des fraudes. On va en parler avec Charles Prats. Et effectivement, où on en est ici en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et qui n'est pas mince. Et puis, nous allons parler de l'ancien ministre de la Justice. Et oui, Éric Dupond-Moretti. Hervé Lehmann, qui est avocat, lui a consacré un livre tout à fait choc, le procès Dupond-Moretti. Alors pourquoi? Eh ben, on va le savoir. Et puis, évidemment, le bilan du mandat de Valérie Pécresse, selon ChatGPT, ce que dit Xavier Niel d'Elon Musk et ce que Elon Musk répond à Xavier Niel, un petit duel, ça va se régler dans le pré, on le saura. Et enfin, en seconde partie d'émission, un face-à-face très, 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 très important. Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait des vieux? Qu'est-ce qu'on fait? On parle de dépopulation, on parle de soins palliatifs, on veut les éliminer? Non, on veut s'en occuper. Eh bien, le docteur David Bouillon, qui est médecin généraliste belge, il va en parler, il va parler de ce qu'il fait. Et puis Véronique Besse, députée de Vendée, qui a fait le tour des EHPAD, elle aussi beaucoup de choses à dire. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti, et ça démarre très fort. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Écoutez, depuis ce conseil, depuis l'extraordinaire tsunami de révélations sur le pacte de corruption aux États-Unis, on se demande ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Il se passe rien? Ah non, vous allez voir, on en a parlé ici dans Berkov, dans tous ses états à Sud Radio. Mais vous allez voir, ça continue encore et encore. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est évidemment Bernard Lavillier, je suis la corruption. Alors c'est quoi la corruption? Ben écoutez, c'est sorti ce matin, pour la première fois, notre pays, je parle de la France bien sûr, est classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption, carrément, risquant de perdre le contrôle de la corruption, témoignant d'une multiplication des conflits d'intérêts et des affaires de corruption dans un contexte de crise institutionnelle. Les mots sont lourds. La France se passe en effet, selon Transparency International, au 25e rang mondial sur 130 pays. Voilà, l'ONG donc parle et pointe une absence de volonté, tous bords politiques confondus, de lutter contre les atteintes à la probité. Elle met en cause Emmanuel Macron. Il avait ouvert son premier quinquennat en faisant de la moralisation de la vie publique une de ses priorités. 7 ans plus tard, le constat est amer. Alors, juste un mot. Pas moins de 26 de ses ministres, depuis 2017, depuis la première présidence, ont été impliqués dans les affaires politico-financières. Alors, attention, la plupart sont loin d'avoir été condamnés, ni même formellement poursuivis. Il n'empêche, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'on peut vraiment se poser des questions, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, quelqu'un qui connaît bien la fraude et les fraudes, c'est Charles Prats. Charles Prats,
magistrat en disponibilité, aujourd'hui délégué national de l'UDR d'Éric Ciotti. Et il est auteur, je le rappelle, on a parlé de ces 2 livres remarquables, Le cartel des fraudes. Charles Prats, bonjour. Bonjour André. Alors d'abord, le cartel des fraudes, il faut le savoir, c'est en vente, vous occupez de la vente, on va pas raconter la maison d'édition ayant fait faillite, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut, alors ce livre que évidemment nous recommandons, que nous avons suivi, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors les deux, tome 1, tome 2, oui. En fait sur internet, j'ai ouvert un petit site internet, cartel-d-fraude.sumupstore.com, et bon, vous pouvez le chercher, les liens sont sur tous mes réseaux sociaux. D'accord. Et je les vends en direct neuf, le petit stock qui me reste, et je les dédicace aux gens qui me les achètent. Bon, ben très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est fait et c'est dit. Alors, Charles Prats, justement, vous avez suivi un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Ça ne fait que commencer aux États-Unis. Et puis il y a Anticorps et Transparency International qui dit, écoutez, en France, ça va pas du tout. Alors vous, ça ne vous étonne pas quand on parle. Alors justement, vous avez été quand même le premier à raconter, je dis bien la fraude sociale, parce qu'il y a aussi la fraude fiscale, mais parlons déjà de la fraude sociale. Et vous rappelez toujours, et depuis des années, que la France compte 67 millions d'habitants, chiffre officiel, tenez-vous bien, la France compte 67 millions d'habitants, les bénéficiaires de l'assurance maladie sont 75,3 millions. C'est déjà extraordinaire. Alors, qui sont ces 8 millions d'habitants supplémentaires? Alors en fait, effectivement, c'est ce que j'expliquais dans mes 2 livres. À l'époque, on avait eu le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la fraude sociale de 2020, et puis un rapport de la Cour des comptes qui effectivement avait dit, la Cour des comptes a trouvé 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour. À l'époque, c'était 67 millions d'habitants. Maintenant, on doit être 68 millions d'habitants. Ouais. Et en réalité, il y a eu un peu une petite mise à jour. L'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales ont travaillé l'année dernière, 2023, il y a quasiment 2 ans maintenant, oui. Pour voir où est-ce qu'on en était, un peu pour essayer d'expliquer ces écarts. Ils ont encore trouvé 73 100 000 assurés sociaux pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'après il y a d'autres choses que l'assurance maladie, évidemment. Bien sûr. Donc on a toujours ce surnombre de 4 à 5 millions de personnes. Alors j'en ai reparlé un peu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Parce que je me suis amusé à faire un petit peu une mise à jour de ce que j'expliquais dans le cartel des fraudes 2. Oui. Parce que tout le monde disait oui, mais ces gens-là, ils ne consomment pas de soins, c'est pas grave, etc. Et à l'époque, la Cour des comptes nous avait expliqué, c'était ça intéressant, que quand il y avait 67 millions d'habitants, on avait 66 800 000 personnes qui s'étaient fait rembourser des soins. Donc qui était passé à la caisse. Ah oui, presque 100% de l'assurance maladie, ouais. Alors même que il nous expliquait qu'il y avait 16% des gens qui n'allaient pas voir le médecin chaque année. Alors j'ai fait quelque chose d'assez amusant il y a une semaine, 10 jours, une dizaine de jours. Ouais. Je suis allé explorer ce qu'on appelle l'open data de l'assurance maladie. Vous savez, quand en fait l'État met à disposition de tout le monde peut aller, il faut savoir où aller chercher, mais tout le monde peut aller chercher sur Internet, ce qu'on appelle l'open data. Et donc je suis allé chercher les chiffres officiels de l'assurance maladie pour voir, aux dernières nouvelles, combien il y avait de gens qui s'étaient fait rembourser des soins. Les derniers chiffres, c'était pour 2022, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc là, vous êtes allé il y a une semaine. Donc là, j'y suis allé il y a une semaine. Et là, j'ai trouvé que nous avions 68,7 millions de personnes, d'individus qui s'étaient fait rembourser des soins, alors que à date 2022, il y avait 67,8 millions d'habitants, donc quasiment 1 million de plus de gens qui s'étaient fait rembourser des soins que de gens qui existent sur le territoire français. Alors c'est un peu embêtant quand même, parce que dans le même temps, le ministère nous expliquait que vous aviez 20% des gens, c'est une étude de l'adresse, c'est une direction du ministère, qui n'allaient pas voir le médecin cette année-là. Donc ça faisait quasiment 14 millions de gens qui n'auraient pas dû se faire rembourser des soins, et pourtant on en avait plus de 68 millions, pratiquement 69 millions qui s'en ont été fait rembourser. Alors il peut y avoir des gens qui sont retraités à l'étranger, les expatriés qui sont à la Caisse des Français de l'étranger, etc. Mais ils ne sont pas 5 à 6 millions quand même, mais ça ou 14 fait pas millions, 14 millions, etc. Donc il y a eu ce décalage. En fait, on voit que ça s'aggrave la situation. Alors j'ai dit, voilà, qui sont ces gens? Alors
J'ai eu droit évidemment au fact-checker. Alors là, c'est TF1 Info qui a fait un petit truc, mais comme d'habitude, Libération m'a envoyé un message en disant oui, on a demandé à l'assurance maladie, etc. Ils contestent vos chiffres. Alors j'ai répondu à Libération. J'ai comme d'habitude mis les échanges sur Internet, sur mon compte Twitter, enfin X, pour dire bah voilà, ils m'ont posé cette question, voilà ce que j'ai répondu. Et comme d'habitude, quand on met dans le public les réponses qu'on leur fait, détaillées, eh ben ils font pas leur article de fact-checking. Ça fait 10 jours que je l'attends, ils l'ont pas publié. Donc c'est assez amusant. Mais donc voilà, on en est là. D'accord. Mais où sont-ils? Qui sont-ils? C'est une bonne question, mais surtout combien ça coûte? Parce que les dépenses, ce qu'on appelle l'ONDAM, les dépenses d'assurance maladie, ce sont 250 milliards d'euros par an. Donc si vous avez comme ça des millions et des millions de personnes qui viennent se faire soigner, se faire rembourser des soins, alors qu'a priori, ils sont pas censés y avoir droit. D'ailleurs, qu'ils soient français ou étrangers. Oui, c'est une question, vous savez, c'est une question de résidence sur le territoire national. Enfin, il y a des règles pour bénéficier de l'assurance maladie. On parle de milliards d'euros potentiels là, et donc c'est bien au-delà de la corruption ou de ce qu'on parle. Là, on est vraiment sur des fraudes massives et sur des gens qui se font rembourser des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, qui ne devraient pas l'être. Et ça renvoie exactement à ce qu'Elon Musk a mis sur la place publique depuis quelques jours, en disant bah voilà. Le Doge, les Américains, ils sont allés s'intéresser à ce qui se passait dans l'assurance maladie américaine. Et puis, il nous a expliqué qu'il y avait quasiment 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, absolument. Qui partaient comme ça et qui n'étaient pas justifiés. 100 milliards de dollars à des gens qui n'ont ni carte d'identité, on ne retrouve pas, ni inscription à la sécurité sociale. Voilà, c'est un truc de fou. Mais cela étant, moi, ça m'a fait rire parce qu'en réalité, Elon Musk, Donald Trump, etc., ils sont en train de découvrir ce que nous, on vit en France depuis des années, qu'on connaît bien, en réalité, comme problème, qui existe aussi au Royaume-Uni, parce qu'ils ont un peu le même système de gens pris en charge en trop. Vous dites qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas du tout résolu. Ah, bah ça, évidemment, on l'a pas résolu. C'est documenté, on sait qu'il y a un problème, mais on va pas le traiter, ce problème-là. L'avantage, c'est que si Elon Musk il met un petit peu le projecteur sur ce genre de choses, peut-être qu'enfin, en France, ça va un petit peu infuser et qu'on va finir par se dire, tiens, ce serait pas inintéressant d'aller voir ce qui se passe là-dessus, par exemple. Et comment ce serait pas... Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'éclairage sur qui sont ces 4, 5, 8, je ne sais pas combien ils sont. Alors, on parle, vous savez, il y a eu quand même tout un certain nombre de députés, dont Sarah Knafo et autres, ont parlé de l'Algérie, ont parlé de ceci ou cela. Est-ce qu'on en sait vraiment, est-ce qu'on en sait un peu plus ou c'est encore le flou artistique? Alors le problème, c'est que c'est pas le flou artistique, c'est le flou complet. On imagine bien qu'en réalité, on est en face de personnes qui sont inscrites à la sécurité sociale, pour le coup, sur ces 68 700 000 personnes. Elles ont un numéro de sécurité sociale valide, puisque derrière, elles passent à la caisse. Sauf qu'a priori, elles ne sont pas en France. Elles ne sont pas résidentes. Alors, on peut être à l'étranger et avoir droit de venir se faire soigner en France, d'avoir une carte vitale. Retraité, vous partez prendre votre retraite au soleil, André. Vous êtes retraité du système français, vous avez le droit de conserver vos droits à l'assurance maladie, vous venez faire soigner, etc. On a cotisé, etc. Maud part vivre aux États-Unis pour travailler, à CNN ou à Fox News. Si elle cotise à la caisse des Français de l'étranger, elle aura le droit de venir se faire soigner en France. Mais par contre, si vous ne cotisez pas ou si vous ne remplissez pas les conditions, vous n'avez pas le droit. Et il y a des tas de gens qui en fait ne déclarent pas qu'ils sont partis à l'étranger et qui continuent de bénéficier de l'assurance maladie. Vous avez les gens qui avaient des titres de séjour, qui n'en ont plus, pour X ou X raisons, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'on l'a retiré, etc. Mais l'assurance maladie continue de les prendre en charge. L'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales estiment entre 250 000 et 500 000 personnes, enfin ça c'est ce que leur a dit la CNAM, donc autant dire que c'est un demi-million, c'est 500 000, au moins, personnes dans cette situation-là. Mais comment ça se fait que l'inspection générale, c'est ça, ne sait pas, quand ils n'ont pas de titre de séjour, ils ne le savent pas si, alors, pour la petite histoire, au mois d'octobre dernier, Michel Barnier était encore Premier ministre, il venait d'arriver, et il m'a demandé de passer le voir à Matignon. Pour leur faire des propositions d'action de lutte contre la fraude. Donc je suis allé voir Michel Barnier, j'ai vu son cabinet et je leur ai expliqué que justement, si vous voulez faire une opération immédiate, qui prenait quelques jours, quelques semaines maximum, c'était ce fameux croisement de fichiers entre ce qu'on appelle à GDREF, le fichier des titres de séjour et le fichier de la Sécu, pour sortir du système les gens qui n'ont plus de titre de séjour mais qui sont encore pris en charge à la Sécu. Et donc, vu les chiffres donnés par les deux inspections, je leur avais expliqué, vous sortez un demi-million de bonhommes du système d'un seul coup, là, des étrangers qui n'ont plus rien à y faire. C'est déjà pas mal. Et là, vous gagnez le respect de tous les contribuables français.
Ça n'a pas été fait. Mais pourquoi ? Ah bah c'est une bonne question. Pourquoi ? Voilà. En tout cas, il vous a écouté, il vous a dit non, oui, c'est intéressant. Michel Barnier, il n'y a pas de problème, on se connaît depuis des années. Ouais. À chaque fois, il était très volontaire là-dessus. Ouais. Et vous savez comment c'est. Vous avez le Premier ministre ou le ministre qui dit ah bah oui, il faut faire ça. Puis derrière, quand ça descend dans les strates administratives, il se passe plus rien. Bon, donc on a un vrai sujet là-dessus. Voilà, c'est les gens qui n'ont plus rien à faire dans le système, mais qui continuent à y être pour plein de raisons. Vous avez d'autres choses qui peuvent intervenir. Par exemple, les personnes qui ont de multiples identités frauduleuses. Ça, c'est ce que j'expliquais dans le tome 1 de mon livre. Et là, il y a 2 semaines, peut-être, on en a un qui est passé au tribunal. Il s'était créé 29 identités différentes. Et il touchait sur les 29 et il touchait les prestations de la CAF, là, sur les 29 identités. Il a fini par se faire gauler, quand même. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le système d'immatriculation à la sécurité sociale, il a réussi à passer 29 fois avec des faux documents. Et s'il lui a réussi, il y en a peut-être des dizaines ou des centaines d'autres, etc. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Donc, vous voyez, on est dans un système où c'est pas de la corruption des fonctionnaires ou des ministres, etc. C'est la corruption généralisée d'une partie de la population ou d'une partie des gens qui sont là, parce qu'on peut appeler ça de la fraude, de la corruption, qui sont là pour essayer de voler de l'argent. Mais vous savez, on l'a vu au moment du Covid. J'explique ça aussi très bien. On a eu des centaines de milliers de personnes qui ont essayé de truander le Covid. Soit le chômage partiel, vous savez, toutes les fraudes au chômage partiel, soit le fonds de solidarité. Et à l'époque, les services du ministère des Finances ont bloqué, je vous dis, des centaines de milliers de demandes frauduleuses. Il y en avait pour quasiment, je crois, plus de 7 milliards d'euros qui ont été stoppés avant d'être payés. Et donc, ça vous laisse imaginer l'état de moralité ambiante quand même dans ce pays. Ça, c'est certes que l'état de moralité ambiante, on peut pas s'en réjouir. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose aussi? Alors, est-ce que ça manque, juste finir là-dessus, Charles Prats, est-ce qu'il y a un manque de moyens, un manque d'effectifs, etc. sur enfin, quand même l'absence, je dirais pas quasi totale, quand même de contrôle, parce que quand vous donnez les chiffres que vous donnez, encore une fois, les 67 millions d'habitants ou les 68 millions et les presque 76 millions de bénéficiaires de l'assurance maladie, il y a un problème de contrôle ou de compétence, je ne sais pas. Il y a un problème de volonté politique de mettre un terme à ça. C'est très clair. Donc à un moment donné, il faut dire stop, on arrête. Et puis après, il y a un problème de moyens aussi, d'effectifs. Vous savez, je discutais dernièrement avec un directeur d'une CAF, une grosse CAF en France, qui me disait qu'il avait une dizaine de contrôleurs à sa disposition pour mener les enquêtes. Et il avait des centaines de milliers de personnes qui bénéficiaient d'allocations. On sait que le taux de fraude, admettons qu'on soit vers 5% de fraudeurs. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais voilà. Donc, il se retrouvait en fait avec une enveloppe de fraudeurs potentiels, de gens à contrôler qui allaient être positifs en contrôle fraude, qui était tellement énorme que ces agents ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire que chaque agent devrait contrôler de manière positive et monter 1500 ou 2000 procédures par an. C'est humainement impossible. Et donc, mathématiquement, les services de contrôle ne peuvent attraper, en fait, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, ils ne peuvent attraper que peut-être 10 à 15% des fraudeurs. Et ils sont obligés de laisser passer le reste parce que ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas suffisamment de gens pour le faire, pour monter les dossiers. Donc c'est assez inquiétant quand on pose les choses comme ça, de manière bête et méchante, avec des chiffres mathématiquement. D'abord, il faut effectivement cibler et donc nettoyer les fichiers, faire en sorte que, etc. Et après, une fois que vous montez les procédures, il faut avoir des enquêteurs pour monter les procédures. Et surtout que vous dites, mais enfin, au moins déjà, et vous l'avez dit, Charles Prats, au moins que l'on commence, comme Elon Musk et d'autres aux États-Unis, à mettre le projecteur, mais vraiment le mettre complètement sur ce scandale, parce que c'est un scandale d'État. Je vais aller plus loin, André Berkoff. Mettre le projecteur, c'est bien. Enfin, moi, ça fait des années que je le mets, le projecteur, donc je pense que... Oui, mais un projecteur, je dirais, au niveau du pouvoir, pardon, c'est autre chose. Il faut agir maintenant. Il faut arrêter de dire on va évaluer où est-ce qu'on en est, etc. Il faut aller chercher les fraudeurs. Et on attrape ceux qu'on arrive à attraper. Et puis, il faut continuer. À un moment donné, il faut changer de paradigme. Il faut changer de braquet. C'est ce que j'expliquais à l'époque quand j'avais créé le projet de FBI de lutte contre la fraude sociale. C'est du temps du projet de Sarko en 2012. Puis ça a été repris après par un certain nombre de choses. Puis la volonté de création d'un ministère dédié, comme ça existe en Belgique. À un moment donné, il faut changer de paradigme. Et il faut vraiment avoir cette volonté politique, sortir la lutte contre la fraude du
du giron des organismes sociaux. Eux, leur boulot, c'est de payer les prestations. C'est pas vraiment de lutter contre la fraude. C'est pas le même esprit. Il faut créer vraiment un doge, mais surtout l'activer. Et le problème, ce que vous dites, c'est volonté politique. On en revient toujours là. Voilà. Merci Charles Prats. Merci beaucoup André. Et puis Cartel des fraudes, lisez-le, Cartel 1 et Cartel 2. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous allez écouter une voix, un ancien ministre. Il y a pratiquement 7 ans, c'est ça. Il disait des choses à la radio très intéressantes. En fait, il était avocat à l'époque. On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Nous sommes en avril 2018 sur LCI et avec la journaliste Audrey Crespo-Mara, elle interviewe quelqu'un et il lui tint à peu près ce langage. Écoutez. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. C'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Voilà, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Je ferai jamais ça. Jamais. Et qui est cette personne? Vous l'avez tous reconnu, bien sûr. Il s'agit de Éric Dupond-Moretti, qui est devenu, quelques 2 ans plus tard, ministre de la Justice sous Emmanuel Macron, disons cela. Alors, Hervé Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction, vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris, et vous venez d'écrire Le procès Dupond-Moretti aux éditions du Cerf. Alors, justement, c'est quand même tout à fait intéressant, et vous analysez, dans ce bouquin, vous racontez un peu tout, les soubassements, comment c'est arrivé et tout, qu'un avocat qui s'est fait connaître d'abord sous le surnom d'acquittator, parce qu'il a beaucoup de talent et il acquitte bien, il a fait acquitter en tout cas, et qui, avec les juges, a des relations plutôt conflictuelles, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils n'ont pas, pour le Cid Moretti, les yeux de Chimène, et vice-versa. Et il devient ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie avec le recul? Vous regardez tout le bilan de Dupond-Moretti, vous racontez effectivement son ascension, avocat ou trop, tout ce qui s'est passé, et puis son combat contre un certain nombre de juges. Et puis le voilà en juillet 2020, il est garde des Sceaux. Et au fond, quelles leçons tirer de là? Parce que votre livre raconte très très bien ça avec moult détails. Quelles leçons on peut en tirer? Écoutez, c'était une très très mauvaise idée de nommer Éric Dupond-Moretti garde des Sceaux. Vous l'avez dit, c'était un très grand avocat d'assises, et il n'était pas du tout fait pour être garde des Sceaux. Il le savait d'ailleurs, puisque l'interview que vous venez de diffuser le montre. Il était parfaitement lucide sur ce que il dit. Ce serait un bordel. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ensuite. Nommer garde des Sceaux quelqu'un qui tenait des propos aussi virulents à l'égard de la magistrature, je le rappelle dans mon livre, je ne vais pas les tenir ici parce que je ne les fais pas miens, des propos aussi virulents à l'égard des magistrats, ça ne pouvait que provoquer une réaction d'hostilité de la part des magistrats. Ce serait comme aller nommer ministre de l'écologie le président de la Fédération des chasseurs, si vous voulez. C'est une provocation. Ou Marc Dutroux au ministère des droits de l'enfance. Voilà, exactement. C'est une provocation, et ça a été ressenti comme tel par les syndicats de magistrats, puisque la présidente de l'Union syndicale des magistrats, qui est le magistrat majoritaire, considéré comme modéré, a réagi immédiatement en disant c'est une déclaration de guerre. Voilà. Et effectivement, ça a été pris par les magistrats comme une déclaration de guerre, et il y a eu une guerre.
Et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est cette guerre que je raconte. Et alors cette guerre a fait, alors justement, parlons-en, vous racontez dans ce livre, et encore une fois, vraiment qu'il est très intéressant de lire, parce que, et cette guerre a eu beaucoup d'épisodes, vous vous rappelez d'ailleurs, ça précède tout cela, vous rappelez Sarkozy, vous rappelez ce qui s'est passé avec Fillon, toute cette espèce avec le parquet national financier, etc., etc. Et en fait, cette guerre, vous diriez que, alors lui n'est plus ministre de la Justice, hein, on le sait, les magistrats sont en place. Est-ce qu'il y a eu un vainqueur ou un vaincu, ou pas? Alors, je dirais que on peut considérer qu'Emmanuel Macron et Éric Dupond-Moretti ont gagné cette guerre, puisque finalement, Éric Dupond-Moretti a été relaxé par la Cour de justice de la République à la fin de l'histoire. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les guerres, ça laisse des champs de ruines. Hein, et donc et des blessures et des rancœurs, etc., absolument, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et donc on a eu un ministère de la Justice qui a été quasiment bloqué pendant plusieurs années à cause de cette nomination et des conflits qui s'en sont oui, véritablement, il y a un blocage. Ah oui. Imaginez que vous avez un ministre qui peut pas parler à ses syndicats et dont les plus hauts responsables des plus hautes juridictions refusent également de le rencontrer et de parler avec lui. Et puis il a poursuivi 3 juges. Faut et rappeler. puis, alors, je dirais, en quelque sorte, le point d'accroche de la part des syndicats, c'est que il a 2 maladresses lorsqu'il arrive à la chancellerie. La première, c'est de nommer comme directrice de l'école de la magistrature une avocate. Là encore, c'est une nouvelle provocation. C'est la même que la précédente, si je puis dire. C'est évidemment très très mal ressenti par les magistrats. Ensuite, il va engager une enquête. Ce qu'on appelle une enquête administrative, mais qui est en fait une enquête disciplinaire, à l'égard de 3 magistrats du parquet national financier, dont la chef du parquet national financier, sur les conditions dans lesquelles une enquête a été menée et qui a amené à examiner les factures téléphoniques détaillées d'un certain nombre d'avocats, dont Éric Dupond-Moretti. Et les syndicats de magistrats vont sauter sur cette occasion pour dire « Ah, mais vous êtes en conflit d'intérêts. Vous commettez une prise illégale d'intérêt puisque vous engagez une procédure disciplinaire comme ministre sur des faits dont vous vous êtes plaint quand vous étiez avocat. » C'est ça. Et donc vous jouez la victime et le bourreau. Enfin, voilà, le bourreau, en tout cas. J'allais dire, vous êtes jugé parti, si on peut dire. Et en tout cas, vous êtes en conflit d'intérêts. Et donc, ça constitue le délit de prise illégale d'intérêt. Et donc, les syndicats de magistrats, le syndicat de la magistrature, qui est très, très à gauche, mais également l'Union syndicale des magistrats, qui est beaucoup plus modérée et qui représente 60% des magistrats, vont ensemble, c'est pas courant, déposer une plainte pénale contre leur ministre. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. C'est une première, je crois. Oui, c'est une première. Alors, le syndicat de la magistrature avait déposé une plainte pénale contre Alain Peyrefitte il y a très longtemps, mais qui n'avait pas donné grand-chose. Mais une plainte pénale de cette consistance, c'est une première. Et c'est une situation qui est absolument insensée. Cette procédure dans laquelle les syndicats de magistrats, qui représentent 90% des magistrats, déposent une plainte pénale contre leur ministre, c'est quelque chose d'absolument insensé. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République et probablement dans l'histoire de France. Et alors, mais ce qui est, alors oui, et puis c'est sur fond d'élections présidentielles, c'est sur fond de beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a absolument fasciné, et je voudrais le lire parce que c'est votre morale. Vous tirez morale de votre livre. Et je voudrais dire aux auditeurs de Sud Radio, aux résistants, à tous, vous dites ceci. Et je voudrais que vous le commentiez aussi. Comme dans un conte de fées, tout est bien qui finit bien. Écoutez bien, le ministre a été relaxé bien qu'il ait commis 2 prises illégales d'intérêt, mais sans le vouloir, car avocat pénaliste depuis 35 ans, il ne savait pas trop ce que c'était. Il a pu reprendre son travail normalement. Le procureur national financier n'a pas été sanctionné, bien qu'il ait commis des manquements déontologiques constitués par un harcèlement moral et une violation de secret professionnel, ce qui ne constitue pas des fautes disciplinaires. Il profite d'une retraite heureuse. Le vice-procureur national financier n'a pas été sanctionné, bien qu'il ait commis un manquement déontologique en dénonçant sa chef de service comme une délinquante, ce qui ne constitue pas une faute disciplinaire. Il a pu donc reprendre son travail normalement sur les affaires
financière. Personne n'a été sanctionné ni même poursuivi pour l'enquête parallèle sur les fadettes des avocats, dont celle de Dupond-Moretti. Mais tout est bien qui finit bien. Oui, voilà. Hervé Lehmann, tout va bien. Voilà, Personne n'est sanctionné. Voilà, tout va bien qui finit bien, personne n'est responsable de rien. Simplement, ce que montre aussi toute cette affaire, et ça c'est quand même assez grave, c'est les dysfonctionnements très importants du parquet national financier pendant ces années-là. Pendant les procédures contre Fillon, pendant les procédures contre Sarkozy, qui continuent encore aujourd'hui, on voit des dysfonctionnements qui sont quand même assez sidérants. L'État a été condamné parce que le procureur national financier faisait du harcèlement moral sur ses adjoints. On lui reproche d'avoir prévenu des avocats de perquisition imminente. Enfin, c'est quand même tout ça, c'est quand même des faits qui font froid dans le dos. Et à la fin, on dit non, il n'y a pas de problème. Personne. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, on remet le couvercle sur la marmite et tout va bien. Mais quand on remet le couvercle sur la marmite, généralement, la marmite, elle continue à bouillonner. À bouillir. C'est pour ça qu'il faudra voir ce qui se passe. C'est pour ça que votre livre est très intéressant. D'ailleurs, le procureur dont vous parlez, c'était le procureur qui coule des jours heureux, le procureur national financier de l'époque. C'était Éliane Houlette. Éliane Houlette, absolument. Qui a dit d'ailleurs qu'elle a subi des pressions. Enfin, vous en parlez. Absolument. Éliane Houlette qui a reconnu, une fois à la retraite, la retraite, ça donne du courage. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être qu'on là, En fait, les héros et les rebelles, il faut les prendre uniquement parmi les retraités. Voilà, c'est là que ça commence à bouger. Voilà, exactement. Et une fois qu'elle était à la retraite, elle a reconnu devant une commission d'enquête parlementaire qu'elle avait subi des pressions très importantes de sa hiérarchie pour ouvrir une instruction judiciaire qui permettait de mettre en examen François Fillon juste avant l'élection présidentielle. Comme par hasard. C'est quand même un événement important parce que ça aussi, ça a changé l'histoire de France. C'est ce qui a fait que Fillon a perdu, qu'Emmanuel Macron a été élu, et donc le crime n'était même pas presque parfait. Il était parfait. Voilà. Le crime était parfait, absolument. Et donc elle l'a reconnu, et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir que ce parquet national financier, à l'époque, fonctionnait quand même de drôle de. Mais il est toujours là, le parquet national financier. Alors il est toujours là, mais on peut espérer que ces errements qui ont été mis à jour n'existent plus. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils continuent à exister. Il y a une information intéressante. Le parquet national financier a rendu un rapport cette semaine dans lequel il dit il y a quelque chose qui est inquiétant, c'est que 40% des personnes que nous poursuivons sont relaxées. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup. Alors, soit les juges ne comprennent rien, soit peut-être que le parquet national financier a la main un peu lourde. Écoutez, comme vous avez dit, aujourd'hui on relaxe. Ce soir on improvise, disait l'autre, et aujourd'hui on relaxe. Oui. En tout cas, c'est un livre vraiment que je recommande. Hervé Lehmann, Le procès Dupond-Moretti aux éditions du Cerf. Il explique très bien pourquoi on peut toujours avoir confiance dans la justice de notre pays, n'est-ce pas? Merci. Merci. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes en plein sommet de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous allons appliquer les 10 commandements de ChatGPT. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ah, mon Pipin, oui, il faut s'aimer, je m'aime, et il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est très bien, elle a raison. C'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qu'on interrogeait récemment. Alors, je crois que c'est Paul Laruturou qui l'interrogeait. Et écoutez, elle est heureuse et elle a raison de l'être. Écoutez. C'est le chat. Est-ce que vous connaissez le ChatGPT? Comment, dans votre vie de présidente de région Île-de-France, vous l'utilisez? Écoutez, j'ai pas encore utilisé le chat. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, parce que j'arrive à la moitié de mon mandat. On fait des bilans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? Et alors? C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Et on est content, Valérie, on est content. C'est plutôt bon, le bilan, c'est plutôt bon. Mais notre réalisateur Julien Delmas est allé fouiller parce que il a ce côté truffier comme ça chez lui. Et il est allé fouiller dans ChatGPT.
Et il est allé fouiller et justement, il lui a posé la question, comme ça, mais c'est un esprit vraiment chagrin. Mais quel est le bilan de Valérie Pécresse? Et écoutez ce que dit ChatGPT. Le bilan de Valérie Pécresse est plutôt négatif, marqué par des promesses ambitieuses mais des résultats contrastés et une gestion budgétaire critiquée. Ah là, je mets les bras m'en tombent. Comment une Valérie Pécresse nous dit c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Est-ce que ses collaborateurs lui auraient menti? Mais enfin, alors voilà, écoutez, on vous a soumis les déclarations de Valérie, celles de ChatGPT. Alors, eh bien, on jugera aux prochaines élections, n'est-ce pas? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vieille canaille, Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg, vieille canaille. Mais alors, je veux dire, les duels en ce moment, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Eh bien, écoutez, il y a eu une passe d'armes entre Xavier Niel, vous savez, le fondateur, le PDG de Free, bien sûr, et Elon Musk. Apparemment, Elon Musk, en ce moment, vraiment, on lui en veut beaucoup. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, si on sait pourquoi, hein. Mais voilà ce que disait donc hier, dans les 4 vérités sur France 2, voici ce que disait le milliardaire, il n'est pas aussi milliardaire que Elon Musk, mais c'est pas mal, Xavier Niel, écoutez. Vous avez déjà rencontré personnellement Elon Musk ou pas? Ouais. Et alors, vous en avez pensé quoi? Parce qu'il est aussi, évidemment, sur ces sujets-là, et il est aussi intervenant auprès de Donald Trump pour couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier au minimum complexe, si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Pourquoi c'est un connard? Parce qu'il a des positions tranchées, extrêmes, parce que comme il est très intelligent, à l'instant donné, il peut avoir une petite idée, puis il prend sa petite idée, puis il la balance, et puis ça peut être une bêtise. Et donc après, il la traîne parce qu'il est obligé de la défendre. Donc voilà. Alors oui, quand on a des opinions tranchées, selon Xavier Niel, on est un connard. Bon, écoutez, hein, chacun se fera une opinion, mais Elon Musk, évidemment, a écouté cela, on lui a fait écouter cela. Et Elon Musk, alors, il répond, mais tout de suite. Il parle de Xavier Niel et il dit ce type a été envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. D'ailleurs, il va fort, hein, carrément envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. Alors, il est allé en prison, Xavier Niel, mais enfin, un proxénète, prostituée, il y va quand même fort de café. Et Xavier Niel, eh bien, il a répondu et il a dit on va régler ça au Lidl. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est que régler ça au Lidl. C'est intéressant, en tout cas, de savoir. Voilà, ça se passe aujourd'hui, effectivement. Les milliardaires, quand les milliardaires s'accrochent. Je voudrais simplement dire, sans du tout prendre parti dans cette querelle, je dirais à titre vraiment personnel, qui n'engage que moi, des connards comme Elon Musk, j'achète. Je pense que pour un certain nombre d'éclairages en France, ce ne serait pas inutile. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est très amusant, c'est un truc sur le métro. Je voudrais dire que, justement, Maud Koffler m'a donné l'explication de on va régler ça au Lidl. On va régler ça au Lidl, en fait, a répondu Xavier Niel en référence à son échange avec un internaute qui lui avait donné rendez-vous à Marseille en mai dernier pour un 1 contre 1. Et à régler son compte. Et il lui dit, voilà Xavier Niel, je te déteste, je te propose un 1 contre 1 devant le Lidl de la rue Sainte, avait écrit un de mes Fuego. Je t'attends, avait réagi le milliardaire, postant une photo de lui, l'air menaçant, devant le magasin en question. Alors je dois dire que si c'est ça le règlement de Lidl, nous allons tous, que ce soit à Sainte, à New York, à Austin, Texas, le match singulier, règlement de compte à milliardaire choral, entre effectivement Xavier Niel à ma gauche et Elon Musk à ma droite, ça risque d'être assez important. Et évidemment, c'est Emmanuel Macron qui arbitrera, bien sûr. Alors, juste sur le métro, juste une petite chose comme ça, rapide, à propos du métro. C'était sur la 5, hein, c'est politique. Thomas Snegarov répondait à quelque chose, il a fait un commentaire, écoutez. À la demande des Français, des entreprises françaises, hein, puisque tout ça date des années 50-60. Ou même avant, le métro parisien a été construit par des Algériens. Voilà. Et voilà, Thomas Negarov dit,
Le métro de Paris a été construit par les Algériens. Eh ben, écoutez, on a demandé à Mistral, c'est Juliette Briens, la journaliste, a demandé Mistral, de répondre à ça. Est-ce que vraiment le métro... Alors, voici ce que répond Mistral. Il serait pertinent de répondre à Thomas Negaroff que son affirmation selon laquelle le métro parisien a été construit par les Algériens est historiquement inexacte. Le métro parisien a été précisément construit au début du XXe siècle, bien avant l'indépendance de l'Algérie en 1962, et les travailleurs impliqués étaient majoritairement français, avec également des immigrés européens. Bien que les travailleurs algériens aient contribué à divers projets de construction en France après la Seconde Guerre mondiale, il n'existe pas de preuves historiques de leur participation massive à la construction initiale du métro algérien. Voilà. Donc, effectivement, là, il ajoute simplement, les entreprises françaises comme Vinci Construction et la RATP ont participé à la construction et à l'explication du métro d'Alger. Donc, allez, hein, nos amis animateurs, journalistes, etc., tournez un peu cette fois la langue devant la bouche avant de parler, dans la bouche avant de parler. C'est vrai, il faut un tout petit peu réfléchir de temps en temps. Hein. Ça fait du bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il était bon à un moment donné, quand à la fin de l'année, de présenter ses meilleurs vieux. Ah non, ça se dit plus là. Non. On ne dit plus ses meilleurs vieux, parce qu'en ce moment, c'est très mis en question. L'agisme. Alors c'est bien, c'est une vertu, c'est un défaut. On peut se demander ce qui se passe aujourd'hui et comment on traite une société, on l'a très souvent dit, elle se mesure au degré d'efficacité avec laquelle il s'occupe d'efficacité et d'humanité, bien sûr, avec laquelle elle s'occupe des personnes âgées et des enfants. Eh ben, les enfants, je ne sais pas comment ça se passe, on va en parler, on a déjà en parlé au moment du Covid. Mais alors, les personnes âgées, les vieux, les seniors, quand on entend des mots, je vous dis ça parce qu'on a entendu ça, et je ne citerai pas les auteurs de ces propos, l'euthanasie permettrait de faire une économie de 1,4 milliard d'euros. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de se barrasser des vieux, de les mettre au rencard, sinon ailleurs. On a vu des films aussi, des dystopies, où on dit, mais écoutez, oui, mais ça coûte très cher. On sait que dans les dernières années, ça coûte à la sécurité sociale des millions, voire des milliards. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sans tomber dans ces errements, nous avons deux personnes et nous allons parler parce qu'ils s'occupent vraiment chacun à leur manière. Véronique Besse, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée non inscrite de Vendée et vous travaillez, vous êtes centré sur la question du vieillissement. Vous avez entrepris un tour de France du bien vieillir et de l'innovation. On va en parler justement, et de votre tribune dans le Figaro, et ce qui se passe justement. Vous avez pu voir sur place et de visu où on en est exactement. Dr David Bouillon, bonjour. Bonjour, monsieur déjà, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez créé en 2022 la Fondation Lagardère Protection de la personne âgée. Vous êtes à Mons, vous êtes en Belgique, bien sûr. Une unité médico-sociale qui offre des services à dimension médicale et humaine. Donc, on va parler de tout cela. Vous avez sorti un film, justement, qui s'appelle Serment d'Hippocrate et dignité. Voilà, comment défendre les droits fondamentaux et la dignité des personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de dire que des millions d'hommes et de femmes doivent être passés par profits et pertes. Ce qui est plus qu'un scandale, c'est une indignité. Alors, Véronique Besse, votre Tour de France, vous l'avez fait, pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à le faire et qu'est-ce que vous avez constaté? Je ne l'ai pas terminé, je continue bien sûr à faire ce Tour de France. En fait, c'est né d'un constat. Je me suis rendu compte que le sujet des personnes âgées, qui est un sujet de société, n'intéressait pas grand monde, ou pour quasi dire personne. Alors que c'est un thème qui nous concerne tous. Il n'y a pas une famille qui soit épargnée aujourd'hui. On a tous dans nos proches un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante. Et même nous, demain, on va vieillir le plus tard possible. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Et à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qu'on ne regarde que par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le bout de la lorgnette du financement. Donc, comme on n'a pas de sous, parce que l'État, je ne vais pas vous l'apprendre, est endetté, donc on dit, on s'en occupera plus tard et on colmate, on tire des bords et on essaie Cotère sur une jambe de bois. Voilà, exactement, exactement. Donc je me suis dit, en fait, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi plein de choses qui existent. Moi, j'ai été maire aussi de ma commune. Je sais qu'on a fait plein de choses adaptées aux personnes âgées.
Et donc j'ai entrepris un tour de France, un peu comme ça, la fleur au fusil, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui se passaient, qui étaient extraordinaires, dans le domaine public et dans le domaine privé. Je me suis aussi rendu compte Vous avez vu un tour de France des maisons de retraite. Des maisons de retraite, non pas forcément des maisons de retraite, des choses qui fonctionnent. Donc je suis allée là où les personnes me demandaient de venir, et en fait je croule sous les demandes, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, des petites choses, notamment pour le domicile, qui changent la vie. Des petits rien du tout. Par exemple écoutez, j'ai visité au Havre une maison, la maison Dahlia, qui a été créée par le CCAS et qui est une maison témoin où les personnes qui souhaitent rester à domicile, mais avec des problèmes quand même de vieillissement, viennent dans cette maison et en fonction de leur perte d'autonomie, on leur donne des solutions. Et elles peuvent apporter ça chez elles. C'est comme une maison de conseil, si vous voulez. Oui, je vais vous donner un exemple très, très simple. Une personne âgée, ce qu'elle redoute, c'est de tomber. Parce que quand on tombe, on peut se casser le col du fémur et après c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'on est hospitalisé, etc., avec toutes les conséquences que ça engendre. Et là, il y a par exemple une canne, des personnes âgées qui ont une canne. Là, il y a une canne avec, au bout de la canne, en fait, c'est une espèce de système qui empêche la canne de tomber. Alors, vous voyez, c'est tout simple, mais ça veut dire que si la canne tombe, la personne âgée, elle peut tomber, mais avec ce genre de canne, la personne âgée ne tombera pas parce que la canne ne tombe pas. Ça paraît dérisoire de dire ça, mais c'est des petites choses de la vie, vous voyez, des petits exemples de la vie quotidienne qui permettent à nos personnes âgées de rester le plus longtemps à domicile. Mais il y a plein de choses. Tout ce qui touche à l'hygiène, à la salle de bain, à la cuisine, etc. Il y a plein d'éléments qui sont adaptés. Et puis, je suis allée aussi dans les EHPAD. Je me souviens d'un EHPAD qui est accolé à l'hôpital de Cannes, où ils font des choses remarquables. Ils se sont pris en main, le personnel notamment. Ils se sont dit, on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut pas accompagner nos anciens de la façon dont on le fait, parce que ce n'est plus notre éthique. Et ils ont fait une grande réflexion, ça a duré 2 ans, et ils ont fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont remis, alors ça paraît simple quand on le dit, la personne âgée au cœur de leur réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut la personne âgée? Parce qu'en fait, la personne âgée... Vous voulez dire que avant, c'était pas ça? Non, c'est-à-dire que la personne âgée, elle devient dépendante parce qu'elle n'est plus utile. Elle ne choisit pas comment elle s'habille, elle ne choisit pas ce qu'elle mange, elle ne choisit pas ses animations, on choisit pour elle. Et là, ils ont tout changé leur façon de voir les choses. Ils ont remis la personne âgée, ou ils ont mis la personne âgée au cœur de leur réflexion, c'est-à-dire que la personne âgée, elle se lève quand elle le souhaite, elle déjeune quand elle le souhaite, etc. Elle participe à l'animation qu'elle a choisie, etc. Et ils ont pu modeler ça leur emploi du temps. Compliqué, mais moralité, moins de médicaments chez la personne âgée et moins d'absentéisme chez le personnel. Et tout le monde a le sourire. Et je peux vous dire que ça fait du bien de voir une maison de retraite comme ça. Et ce sont des petites choses que moi, j'ai découvertes en faisant ce Tour de France. Et je continue. J'ai énormément de sollicitations. Mais c'est extraordinaire. Donc, est-ce que vous regardez, alors madame la députée, juste Véronique Besse, vous regardez le côté positif des choses, qui est très bien, ou vous regardez aussi le côté où ça ne va pas? Alors, je vois des choses qui ne vont pas, mais justement, j'essaie surtout de voir les choses positives. Parce qu'en fait, on a tendance à parler des personnes âgées d'une manière très négative. Un jour, j'ai été très choquée. Il y a un jeune qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, en Vendée, chez moi, et qui m'a dit, de toute façon, les personnes âgées, je ne vois pas pourquoi vous en occupez, parce que c'est moche, ça pue et ça coûte cher. Quand vous entendez ça, ça vous pose un certain nombre de questions. Donc moi, je veux voir le côté positif. Les personnes âgées, elles ont beaucoup à nous apprendre, et notre devoir, c'est de les accompagner dans leurs souhaits, dans leurs choix, etc. Et c'est possible de le faire aujourd'hui, à condition qu'on les mette au cœur de notre réflexion. Alors justement, il y a quelqu'un qui a mis au cœur de sa réflexion depuis longtemps, c'est David Bouillon. David Bouillon, cette fondation Lagardère, on en a parlé déjà, vous l'avez créée en 2022. Et alors, les personnes âgées, parce que vous êtes beaucoup occupés justement au moment du Covid, etc., et vous avez créé, et vous allez nous en reparler, cette espèce de car qui fait que vous pouvez vous circuler, vous et vos collaborateurs, etc. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez ressenti, c'est qu'on a abandonné, donc en Belgique, à Mons, mais là ça rayonne un peu partout. Vous venez en France, d'ailleurs, faire...
En fait, c'est quoi? Vous avez constaté qu'on mettait un peu au rencard un peu un certain nombre de gens et qu'il fallait s'en occuper autrement? Comment? Écoutez, la réponse, elle est simple. Ce n'est pas que j'ai constaté, c'est que je l'ai vécu. Donc, des moments où, en étant enfant, on subit la maltraitance de son père, donc, et on y résiste. On est un vrai résistant. Donc, on dit non à ce que votre père vous impose. Et si on dit non, ben, c'est de la ceinture. Ce sont des coups. Ma grand-mère, donc, était au courant de cette maltraitance et elle a inventé toutes les raisons pour venir me chercher, pour me protéger, pour m'aider. Et donc, évidemment, en tant qu'humain, jamais j'oublierai l'attitude de ma grand-mère, donc une personne âgée, qui m'a aidé dans cette maltraitance. Alors, je me suis dit, ben, je ferai la même chose quand je serai plus grand. Évidemment, en étant plus grand, ben, la vie fait que ma propre grand-mère, qui m'a aidé, a subi la maltraitance de mon père également, qui l'a donc placé contre sa volonté dans une maison de repos, qu'on dit EHPAD en France. Et un jour, elle m'a téléphoné quand j'étais médecin, en disant « David, viens me chercher, je suis malheureuse, on rentre dans ma chambre, je mange mal, je vais me laisser mourir parce que je suis au bout du rouleau. » Et j'étais la chercher. Et elle a vécu jusqu'à 92 ans à mes côtés. Et là, j'ai appris toutes ses souffrances, j'ai appris tous ses besoins et surtout écouter ce elle avait besoin. Et donc, c'est une expertise en tant qu'humain extrêmement importante. Puis j'ai vécu le suicide de mon frère, donc aussi de maltraitance. Donc cette maltraitance, je l'ai au bout des doigts. Et évidemment, étant médecin, et ça, je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui et de le rappeler, c'est que des moments où on prête son serment d'Hippocrate, son serment des médecins, ben, on n'est pas dans les traitements, on est dans la dignité humaine, on est dans la vie humaine, on est dans la souffrance des patients, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances. Le serment, il est là, il est noir sur blanc. Donc, on doit s'occuper de tout ce qui est dignité humaine. Alors évidemment, je passe au niveau politique, on a sorti quand même la loi relative aux droits du patient, où là c'est l'information, c'est la dignité, encore et toujours, et une médecine de qualité. Et puis après, vous avez cette charte fondamentale, donc cette charte des droits fondamentaux au niveau de l'Europe, c'est toujours la dignité humaine, c'est toujours le droit à la vie. Et puis il y a le code pénal. Alors évidemment, donc quand vous êtes médecin de terrain, et qu'on vous appelle au secours docteur, je me sens mourir et il n'y a personne qui vient m'aider, mais vous découvrez cette maltraitance que je qualifie d'invisible. Invisible par les autorités médicales, donc l'ordre des médecins, invisible par la justice, et invisible par les élus politiques, en tout cas du côté de Mons, en Belgique, et en Belgique, c'est invisible du côté politique aussi. Ils ne vont pas vers le citoyen, ils ne font pas la Gardère. Alors justement, on va en parler de cette invisibilité, on va continuer à en parler juste après cette petite pause. C'est très important, ça concerne des millions de gens, avec Véronique Besse, députée non inscrite de Vendée, et avec David Bouillon. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, toujours et plus que jamais, effectivement, il faut choisir. On s'occupe de quoi? On s'occupe d'économie et on s'occupe de rentabilité. Et donc, on ne s'occupe plus des bouches dites inutiles, ou au contraire, comme Véronique Besse, une politique, et comme David Bouillon, un médecin, on s'occupe justement de la vie, et de la vie dans tous ses états. Véronique Besse, justement, par rapport à... David Bouillon parlait de ce qui se passe en Mons. Est-ce que, effectivement, et vous l'avez dit, vous aussi, au début de votre intervention, c'est un peu invisibilisé tout ça, on s'occupe, on en parle pour les retraites, ça oui, on en parle beaucoup des retraites, hein, et plus que jamais. Mais vous avez constaté, vous, par exemple, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on s'en occupe, mais on s'en occupe pas parce que il faut dire aussi les choses. Hein, les personnes âgées, c'est pas eux qui vont manifester, qui vont casser des préfectures, qui vont bloquer des routes, qui vont etc. Donc on se dit oui, ceux-là, écoutez, ils vont pas nous embêter comme d'autres. Est-ce qu'il y a quand même ce sentiment un peu honteux, un peu pas dit, mais chez certains qui existe? Vous avez raison, ce sont pas les personnes âgées qui iront sur les ronds-points manifester avec les gilets jaunes à une époque. Mais pourtant, c'est les personnes âgées, elles sont en souffrance. Beaucoup sont en souffrance, pas toutes, mais beaucoup. Non, bien sûr. Elles ne disent rien parce qu'en fait, elles subissent. Elles ne se sentent plus utiles pour la plupart d'entre elles, comme je le disais, parce qu'on décide à leur place. Il y a aussi, bien sûr, les aidants, les proches.
le conjoint et les aidants aussi souffrent. On en parle très peu, mais les aidants, veut dire le personnel soignant, c'est ça? Non, la famille souvent ou le conjoint qui est à côté de la personne âgée et qui est souvent démunie et qui quelquefois se fatigue et s'essouffle beaucoup plus vite que la personne âgée. Et puis bien sûr il y a le personnel. Vous savez, je vous donnais un chiffre, 42% du personnel aujourd'hui en EHPAD ou à domicile a un projet de reconversion dans les 3 ans, ce qui est énorme. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a en fait une bombe à retardement qui est sous nos yeux, en fait. Parce que quand on regarde la démographie, on sait qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est tout près, il y aura plus de 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. En France. En France. 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. Et aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 4 millions. Donc, vous voyez le bond qui va être fait. Donc, ça veut dire aussi, on a des gens qui vont être valides, mais on va avoir aussi des gens dans la grande dépendance. On vit de plus en plus vieux, ce qui est une chance. Il n'y a jamais eu autant de centenaires, mais comment on les accompagne? Donc, notre système en EHPAD et à domicile, je pense, est vraiment à bout de souffle. Il faut tout revoir, il faut tout remettre. Il faut avoir le courage et l'audace de remettre tout ça un peu au goût du jour, parce que nos EHPAD sont plus du tout adaptés. Le personnel s'essouffle, il n'y a pas les moyens suffisants pour avoir du personnel en nombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le personnel court toujours, je ne leur jette pas la pierre, loin de là, parce qu'ils font un travail remarquable. Mais c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très concret. La petite dame qui veut s'habiller le matin et qui a envie, on vient dans sa chambre, on lui dit... Madame Dupont, on va vous habiller, bon, très bien. On va vous mettre le pull rouge. Et elle dit, non, mais j'aurais bien mis le pull vert ce matin. Ah non, on va mettre le pull rouge. Pourquoi on veut lui mettre le pull rouge? Parce que le pull rouge, il s'enfile plus vite que le pull vert, où il faut faire des contorsions, elle a de l'arthrose et que c'est compliqué, etc. Donc, on lui met le pull rouge, contre son avis. Bon, elle dira rien. Et puis après, elle va déjeuner. Elle n'a pas envie, forcément, de ce qu'il y a, ce qu'on lui présente. Parce qu'on lui propose un café, elle aurait préféré un thé, etc., etc. Et toute la journée, en fait, elle bataille un peu. Et puis, finalement, elle finit par baisser les bras. Et voilà, et la dépendance s'installe comme ça. C'est pareil, un petit grand-père que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il est rentré valide, 15 jours après, je le retrouve dans un fauteuil roulant. Je dis, mais pourquoi vous êtes dans un fauteuil? Parce qu'en fait, le personnel, et encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre, mais ils n'ont pas le temps d'accompagner le papy, bras dessus, bras dessous, pour aller déjeuner. Donc, c'est bien plus rapide de le mettre dans un fauteuil. Même chose, on ne l'accompagne plus aux toilettes. Désolé de rentrer dans les détails, mais c'est ça. Et donc, on lui met une couche. Et voilà. Et on entretient comme ça la dépendance des personnes âgées. Et surtout, ça dégrade de plus en plus sa personnalité. Et il n'y a plus de dignité. Et en fait, la maltraitance, ce ne sont pas que des coups. La maltraitance, c'est ça. C'est-à-dire que la personne âgée, petit à petit, on lui enlève tout son pouvoir de décision. Et c'est ça de la maltraitance. C'est aussi, parce que faute de personnel, quand il faut un week-end du mois d'août commencer à mettre les gens au lit, eh bien, quand on n'est que 2 dans un établissement de 100 personnes, eh bien, on commence à coucher les anciens à 15h30, un beau dimanche du mois d'août. Ça, c'est de la maltraitance. C'est ça, et vraiment, et il faudrait parler aussi, parce que les soignants aussi ne sont pas toujours très bien payé, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Parce que c'est un travail très difficile, il faut le dire. Enfin, moi j'ai de l'admiration devant, en tout cas, la plupart des soignants, parce que c'est très dur, quoi. C'est très dur, et il y a un manque de... Alors, il y a le salaire, même si ça a été un peu revalorisé, mais il y a surtout la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, en fait. Et ce sont des métiers qui n'attirent plus, alors que c'est des métiers qui ont du sens. Et en fait, effectivement, c'est des métiers difficiles parce que moralement et physiquement, ce sont des métiers difficiles. Mais ce sont des gens qui sont peu reconnus dans leur métier, alors que ce sont des vocations souvent. Et c'est dommage qu'on n'incite pas des jeunes à aller vers ces métiers. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent donner du sens à leur vie. Eh bien, moi, je trouve que ce serait bien de les inciter à aller plus vers ces métiers. Mais compte tenu du contexte, c'est compliqué aussi de les inciter d'aller vers ces métiers. Avec la crise et avec ce qui se passe. Alors justement, la maltraitance, David Bouillon, c'est au centre de votre démarche. Oui. Parce que vous combattez justement la maltraitance. C'est un combat. Et alors justement, donnez-nous des exemples un peu. Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Parce que la maltraitance, vous en parlez depuis qu'on se connaît, depuis que vous avez entrepris votre action. Oui.
Alors, c'est quoi pour vous, et donnez-nous encore une fois les démarches que vous avez faites, quelques exemples en tout cas. Mais je suis très content en tout cas d'entendre Madame la députée, parce qu'en réalité, c'est le côté politique qui ne fait pas son travail en Belgique, mais en France aussi. Et donc, c'est quoi la maltraitance? Mais ce sont des personnes âgées qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Voilà pourquoi le film leur donne la parole. Hein. Ils expliquent leur propre maltraitance et souffrance. Ils sont souvent devant la mort. Mais comme ils sont âgés, c'est une mort qui n'est pas méritée. Ça veut dire, j'ai découvert des milliers de personnes âgées qui étaient par exemple en privation de soins. Ça veut dire, on téléphone dans son médecin traitant ou on va à l'hôpital et on n'a pas une mise au point, on n'a pas un diagnostic, on n'a pas un traitement approprié à la maladie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a le fait que cette personne âgée n'a plus le droit à son autonomie. Donc, ça veut dire que ce sont des avocats, ce sont des hommes de loi qui prennent la décision à leur place et donc ils sont plus maîtres de leur santé, ils sont plus maîtres de leur argent, ils sont plus maîtres de leurs décisions. Et alors, par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est le combat que je mène avec ma compagne infirmière depuis 10 ans, c'est que le domicile, il est facile. C'est-à-dire des moments où on installe la personne âgée au milieu donc de cette équipe de soignants, l'infirmière, l'aide-soignante, le pharmacien, le médecin généraliste, tout le monde devrait collaborer ensemble pour apporter les soins de qualité et la dignité à cette personne âgée. Et avec cette crise sanitaire, on a découvert que les infirmières continuaient leur travail à domicile, mais elles étaient seules parce que les médecins généralistes restaient dans leur cabinet, refusaient des soins, avaient des consultations par téléphone. D'ailleurs, je suis content d'apprendre qu'en Belgique, on va supprimer cette consultation médicale par téléphone payante. Donc, ça veut dire que le médecin obtenait de l'assurance plus de 20 € en disant au téléphone « je ne sais pas venir » ou « ne viens pas », clac. Et c'était 20 €. Et la personne... oui, d'accord. Et donc, cette consultation téléphonique, pour moi, est une aberration, parce que c'est en allant vers la personne âgée ou en écoutant la personne âgée qu'on découvre la vraie maltraitance. C'est-à-dire qu'elle nous appelle pour une angine, une bronchite ou une pneumonie, et on découvre, comme dans le film, que cette personne âgée, elle est séquestrée, par exemple, à l'étage. On découvre que cette personne âgée subit des coups par un petit-fils qui a besoin d'argent. Et donc, c'est en parlant, c'est en écoutant, c'est vraiment en prenant le temps qu'il faut qu'on découvre cette maltraitance qui est invisible. Alors évidemment, on appuie sur la sonnette d'alarme. De l'invisible, parce que justement, il y a maltraitance invisible. Alors on appuie sur la sonnette d'alarme, et après on se rend compte que les élus politiques ne font rien. Donc ça veut dire, Madame la députée, à Mons, et dans beaucoup d'endroits en Belgique, parce qu'il n'y a pas que Mons, on travaille dans toute la Belgique, il y a des maisons insalubres, par exemple. Il y a des personnes âgées qui vivent dans une auto, dans un garage. Il y a des personnes âgées qui vivent dans des bois. Et ben ils sont là. Et il n'y a personne qui vient les aider. Donc dans le film, il y a des personnes sans abri âgées qui étaient dans une caravane, sans chauffage, sans électricité, sans eau, et ils ont vécu 17 mois sans traitement, sans aide financière et médicale, alors qu'ils avaient du diabète et de l'hypertension. Et donc voilà le problème. Et quand le docteur Bouillon tire sous la sonnette, il y a une maltraitance qui alors devient une cabale. C'est-à-dire que celui-là, il devrait se taire, il dérange. Et donc parce que certains magistrats ne font pas leur travail, l'ordre des médecins. Certains membres de l'ordre des médecins ne font pas leur travail. Et quand je dis pas leur travail, Monsieur Berkoff, ça veut dire que la personne qui est victime de maltraitance n'est pas entendue par les magistrats, n'est pas entendue par la police, n'est pas entendu par les membres de l'ordre des médecins. Comment voulez-vous aider ou combattre la maltraitance si toutes ces autorités qui sont là pour aider et protéger les personnes âgées ne font pas leur devoir? Et voilà pourquoi, c'est important ce que je vais dire, c'est que je reçois alors le coup de revers, donc vraiment le coup de revers, parce que ce sont la famille qui est l'objet de la maltraitance vis-à-vis de leurs aînés, qui porte plainte, et alors ça se retourne contre moi. Donc voilà, c'est pas grave, mais je pense que des moments où le politique, le médical va s'unir, comme l'emblème de la Belgique, l'union fait la force, je pense que les personnes âgées vivront mieux. On va en parler tout de suite, et justement, je voudrais avoir la réponse de la politique, de la députée qui est là, Véronique Besse. La réponse, en tout cas, comment pallier cet état de choses, pallier cette invisibilité, pallier peut-être cette relative indifférence, en tout cas, qui vaut en Belgique, en France et ailleurs.
juste après cette petite pause. Restez avec nous et 0826 300 300 si vous avez à intervenir pour poser des questions à Véronique Besse ou à David Bouillon. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors justement, cette question est vraiment, c'est tellement important de parler de ça, ça concerne absolument tout le monde, hein, qu'on soit grand-père ou qu'on soit petit-enfant et qu'on soit petit-fils, etc. Véronique Besse, dans votre tour, vous avez parlé, et à juste titre, et plus que légitimement, et on espère que les exemples positifs sont là et vont croître et se multiplier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin, justement, que peut faire les politiques, je parle du législateur, je parle de l'exécutif. Comment, à votre avis, on peut aller un peu plus loin, et surtout dans le changement de logiciel qui consiste, parce qu'encore une fois, on a entendu certains, ne pas dire « Ah oui, ils servent à rien, ils ne manifestent pas, donc on va leur prendre leur retraite ». Enfin, je caricature, mais exprès. Et puis le reste, c'est pas important. Alors qu'au contraire, la vie, c'est ce qui est le plus important. Et déjà, il faut prendre conscience du problème. Parce que pour l'instant, on met un peu le problème sous le tapis. À votre avis, on n'a pas pris conscience du problème? Non. En fait, je vous rappelle, Emmanuel Macron avait dit que ce serait le marqueur social de son quinquennat. Il a dit ça en 2018. On est au deuxième quinquennat. On n'a toujours pas vu la loi grand âge qui est demandée depuis longtemps. Donc, on lui dit il n'y a pas d'argent. On voit toujours ça, comme je le disais tout à l'heure, sous le prisme de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. Deuxièmement, le modèle de nos EHPAD, il faut le changer totalement parce qu'il faut le débureaucratiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le personnel, dans la grande majeure partie des cas, notamment le directeur ou la directrice, il croule sous les tableaux à remplir, sous la paperasse. La paperasse. C'est autant de temps qu'il ne passe pas auprès des personnes âgées. Donc, il faut tout ça, simplifier tout ça. Mais je pensais qu'on avait créé des autorités régionales de santé mais c'est pire pour que tout. s'occuper de la paperasserie. C'est pire que tout. Parce que les ARS, les agences régionales de santé, elles demandent encore plus de tableaux de bord. Il y a 2 tutelles, les ARS et les départements. Chacun demande des tableaux de bord, ne sont pas les mêmes évidemment. Des tableaux de bord qui ne servent à rien. Il paraît qu'il y en a... On roule sur les normes, voilà, les normes, etc. Le dernier en date, c'est depuis le 1er janvier. C'est pour, il faut mesurer par jour, 2 ou 3 fois par jour, je crois, la qualité de l'air dans les EHPAD, avec des barèmes et des trucs à remplir. Donc vous voyez, c'est complètement absurde, et pendant ce temps, on ne s'occupe pas des personnes âgées. Donc en fait, il faut tout remettre à plat, etc. Et puis repartir, comme je le dis, des souhaits des personnes âgées. Elles souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Bon, donc il faut adapter les logements. Et les domiciles, souvent, ne sont pas adaptés, mais il y a plein de choses qui existent. Je vais vous donner le cas d'une association qui s'appelle Colombage. Ce sont des jeunes qui ont monté ça, des jeunes brillants qui auraient pu faire beaucoup d'autres choses. Ils ont voulu donner du sens à leur vie. Ils ont monté ça sur Paris, les grandes villes de France, mais j'espère que ça ira au-delà. Oui. Ils sont en pleine expansion, c'est-à-dire que c'est du bon sens. Une mamie ou un papy qui vit dans un appartement à Paris, un appartement trop grand, ils sont seuls, enfin la mamie ou le papy est seul, il se dit tiens, le soir j'ai un peu peur, je voudrais pas rentrer en EHPAD, mais dans ce grand appartement je suis un peu perdu. Et à côté de ça, il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement ou un studio, etc. Et donc eux, ils ont créé le Colombage. Et donc c'est quoi ? Ils recherchent les anciens qui ont des appartements trop grands, ils recherchent des jeunes qui viennent habiter, et c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la personne âgée, elle a un petit pécule en plus que le jeune lui paye quand même un loyer. Elle a aussi le sentiment d'être en sécurité, notamment la nuit. Elle a quelqu'un à portée de main et le jeune peut rendre service et est très heureux au contact. Et ce sont des petites choses. Et ça marche super, trop bien. Ils sont débordés de demandes. Et la famille est aussi en sécurité, se dit ma mère ou mon père dort tranquille, etc., etc. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent paraître dérisoires, mais c'est comme ça qu'on avance en fait. Et il faudrait avoir toute la palette de domicile en fonction des besoins des personnes âgées. Et il y a plein de choses qui existent là encore, mais il faut les regarder, il faut prendre le temps de... Alors ça paraît vraiment quelquefois un peu au ras des pâquerettes, mais ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne. Voilà. Et dans nos EHPAD, il faut arrêter de faire des trucs énormes. Il faut faire des petites... Alors parce qu'on est toujours dans une logique financière, mais de rentabilité, mais il faut revoir nos EHPAD, il faut les rendre
beaucoup plus humain. Il faut vraiment que ces établissements soient à échelle humaine, avec des petits nombres, voilà, et où l'ancien est pris en considération. Il y a une attention. Ouais. Mais tout le problème, Véronique Besse, c'est ça, c'est que beaucoup de gens placent la rentabilité au premier plan et vous disent oui, attendez, c'est très gentil tout ça, mais nous, retour sur investissement, on le sait très bien et on dit pas que c'est bien, hein. Mais justement, votre film, oui, David Bouillon. Je voudrais quand même rebondir. Parce que ici, c'est le respect le plus profond par rapport à Madame la députée, mais ça me fait penser à 10 ans en arrière, parce que ça fait 10 ans que je me bats. Or, donc, en 2017, vous devez le savoir tous, en 2017, j'ai rencontré la ministre de la Santé fédérale, Maggie de Bloch, pour dénoncer ce gaspillage de médicaments. Donc, en Belgique, on détruit 600 tonnes de médicaments par an. Périmés et non périmés. De cancer et pas de cancer. Et donc, ça veut dire que c'est déjà de l'argent qui est jeté, qui pourrait servir directement dans la poche des personnes âgées. J'ai rencontré le Premier ministre en 2019 pour signaler que des personnes étaient en privation de soins et dans des maisons insalubres. Il m'a dit, vous avez raison, mais on le fera. Et il ne l'a jamais fait. Et alors, ici à Mons, j'ai rencontré les élus politiques pour créer des habitats d'urgence pour personnes âgées. Donc, quand elle est une personne âgée qui était victime de maltraitance, on pouvait l'installer dans des logements d'urgence. On l'a fait. On a eu des personnes âgées qu'on a hébergées en urgence. Eh bien, les élus politiques ne nous ont pas aidés, bien au contraire. Mais par contre, et c'est là que je suis pas toujours d'accord, c'est que dans le budget d'une ville, il y a eu une gare à Mons de 500 millions d'euros. Un demi-milliard pour une gare qui n'était pas une priorité, qui n'était pas une nécessité. Vous avez l'ensemble de la ville de Mons, 100 000 habitants, il y a une quantité phénoménale de logements qui sont à moitié vides, qui pourraient être utilisés pour des personnes âgées qui sont dans des maisons insalubres. Je répète, des maisons insalubres. Et donc, l'argent est là, mais on ne l'utilise pas pour ces personnes âgées. Les élus politiques à Mons, ce sont des personnes qui sont jeunes et qui sont plus dans l'amusement, puisqu'on vient de terminer un festival des Lumières, donc toutes les façades illuminées à Mons. Ah, c'est beau, mais ça coûte un prix de fou. Et donc, les DJ, les cinémas. On fait du divertissement, mais les gens qui ont besoin de... Mais l'OMS... Je ne suis pas pour l'OMS, mais ils le disent quand même. Il ne faut pas oublier que les personnes âgées, c'est plus de 60 ans. Donc j'y suis. Donc ça veut dire qu'une personne âgée, elle est la bienvenue quand il faut aller chercher les petits-enfants à l'école. Elle est la bienvenue derrière un micro en tant que journaliste. J'ai des avocats de plus de 80 ans. J'ai des personnes super actives de 100 ans. Non, la personne âgée, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est comme les enfants. Ce n'est pas l'âge. C'est simplement la dignité, c'est-à-dire le respect de l'être humain. Ils le font mieux chez les animaux que chez nos êtres humains européens. Parce que j'ai des amis, professeurs en RDC, et c'est pas comme ça qu'on agit vis-à-vis de leurs aînés. Vous parlez de l'Afrique du Congo, notamment. Oui, et pendant la crise sanitaire, dans notre centre Lagardère à Mons, nous avons eu beaucoup de communautés algériennes, marocaines, qui sont venues avec le grand-parent très âgé pour se faire soigner, parce que le médecin traitant refusait, parce que l'hôpital les remballait avec du paracétamol. Il faut le dire, ça. Et c'est dans le film. Donc, le film... On peut le voir où, votre film, justement? Alors, le film peut être maintenant vu sur la plateforme Vimeo, donc sur le serment d'Hippocrate et dignité sur la plateforme Vimeo, et il est gratuit. Vous savez qu'on a projeté ce film en Belgique dans 8 grandes salles. On n'a pas vu un seul journaliste. On n'a pas vu un seul homme de loi. Et on n'a pas vu un seul membre de l'ordre des médecins. Donc ça veut dire que comment voulez-vous traiter un sujet si vous ne regardez pas un film où ce sont les personnes âgées qui témoignent de leur souffrance et de leur calvaire? Parce qu'on parle de calvaire, d'enfer, parce que Madame la députée parle des vêtements, du confort, mais... Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du médical. Ça veut dire une personne âgée qui téléphone à son médecin traitant n'aura pas une prise de sang complète. Elle n'aura pas un diagnostic. David Bouillon, l'un n'empêchant pas l'autre. Je crois que vous êtes en synergie. On est en phase. Et pas du tout en opposition. Mais nous avons vu des personnes âgées victimes de pneumonie où des infirmières ont utilisé des oreillers pour les faire taire, les empêcher de gémir. D'où le Rivotril en France, qu'on n'a pas eu en Belgique. On a, je crois, je crois que nous avons... Une auditrice, Sonia, qui appelle de Saint-Maur-des-Fossés. Oui, Sonia, bonjour. Bonjour André, toujours ravi de vous entendre. Voilà. Merci. En plus, on a des superbes affiches dans les rues en ce moment, donc ça fait très plaisir de voir que vous... je me présente à la présidence, c'est pour ça.
Voilà. Merci, merci Sonia. Oui, dites-moi. On vous je écoute. salue vos invités, dont le docteur Bouillon, et je pense pas que c'est un hasard ce rapprochement avec son histoire de l'enfance et de nos anciens. Je pense que c'est la société et la place qu'elle donne et à nos enfants et à nos anciens. Ouais. Voilà, qui ne va pas du tout. Voilà. Et moi, j'ai été moi-même aidante de ma maman pendant des années, mais très jeune, parce que je suis enfant des 40 ans. D'ailleurs, ça étonnait les personnels soignants quand on arrivait, et du coup, les positions étaient autrement. J'ai pas eu la chance, la dernière fois, de pouvoir la sortir de là. Elle me disait tout le temps, si tu n'étais pas là, ça ferait longtemps que je serais partie. Parce que c'est un vrai combat avec les personnels soignants. Un combat, vous voulez dire, un combat sur quel plan? Dites-moi. Par exemple, pour une opération qui n'est pas vitale, mais qu'on pousse, il a fallu que je fasse sortir ma mère contre avis médical à 2 reprises, où finalement j'avais eu raison. La dernière fois, malheureusement, suite à une chute, elle est partie, mais pas pour ça, parce que justement, elle a contracté une infection pulmonaire. La fragilité à ce moment-là qui devient... Voilà, et moi je serais un petit peu moins indulgente que votre invité. Je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom de la dame, excusez-moi. Madame Véronique Besse, oui, députée non inscrite, oui. Sur le personnel, je pense que quand on fait un métier, la vraie question c'est pourquoi fait-on ce métier? Et moi dans ce milieu, j'ai rencontré des anges, et j'ai rencontré des personnes qui n'ont rien à faire dans les soins. Qui sont là, je ne sais pas pourquoi, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai été témoin silencieux, j'ai entendu des fois des petites mamies se batailler en attendant l'ascenseur, ça fait très mal au cœur. Voilà, et des infirmières qui se moquent. Voilà, j'ai été témoin aussi d'amis. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette question-là. Pourquoi fait-on ce métier-là? Oui, c'est une vraie question. C'est surtout que c'est un métier, encore une fois, qui n'est pas facile, il faut le dire et le répéter. Et évidemment, il faut le faire avec le maximum d'humanité, sinon... Véronique Besse, par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, s'il y avait des priorités... Je ne dis pas si vous étiez ministre des personnes âgées, mais quand même si vous étiez de priorité, vous allez vers quoi d'abord, après l'expérience que vous avez eue et que vous avez encore eu de visiter? Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, le plus important? Il y a plusieurs choses, mais qu'est-ce qui vous paraît prioritaire, je dirais? La prévention, déjà, la prévention pour qu'on vive... le plus longtemps possible en bonne santé. Je crois qu'on a un gros travail à faire de prévention en France, parce que c'est comme ça que ça se dégrade, les situations se dégradent très vite. C'est pour ça qu'il y a une perte d'autonomie qui peut arriver très vite. Et je dirais juste, excusez-moi, je ne veux pas prendre mais il y a quelque chose. Hier, je faisais une émission sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va jouer un rôle fondamental parce que avec les milliards de données, il va y avoir, on saura vraiment avant que vous ayez le moindre signe si vous pouvez avoir un cancer ou pas, etc. On est en train de changer de monde de ce point de vue-là. Je dis pas que ça va tout arranger. Je dis simplement que voilà, ça va pouvoir, en tout cas, prévenir beaucoup plus fortement par rapport qu'avant, par rapport à ce que vous disiez. Complètement. Donc la prévention, il faudrait que ça soit une habitude dès le plus jeune âge, en fait, qu'on inculque ça très jeune. Absolument. Et qu'il y ait des habitudes de santé, même si on a moins de médecins, moins de dentistes, etc., mais que ça soit des habitudes de santé, parce qu'on voit que quand la santé se dégrade, après la personne devient très vite dépendante et ça pose vraiment des problèmes. Donc la prévention, vraiment un gros travail sur ce volet-là. Et puis après, tout ce qui touche, en fait, vous savez, le thème des personnes âgées, ça touche plein d'autres thèmes. C'est la santé, je viens d'en parler. Ce sont aussi, c'est tout ce qui touche à la formation du personnel, à domicile ou en EHPAD. C'est bien sûr le logement. Nos anciens veulent rester à la maison, comment on les accompagne? On ne peut pas toujours rester dans le domicile d'origine, donc il y a plein d'autres solutions. Donc ça, c'est un volet aussi très important. Et puis tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire qu'adapter nos villes et nos communes à l'accueil de personnes âgées. C'est-à-dire que quelquefois, on met des bancs pour que les personnes âgées ou autres, il n'y a pas que des personnes âgées qui vont sur les bancs, mais on se dit, tiens, pour que les personnes puissent... C'est-à-dire qu'on met des bancs devant rien.
faut mettre des bancs devant une école, devant des magasins, etc. Non mais regardez. Pas devant un mur. Mais voilà, pas devant un mur. Il faut mettre des bancs assez souvent dans les villes et même nos communes pour que nos personnes âgées puissent marcher, faire des pauses et repartir. Ce sont des toutes petites choses, mais il faut réfléchir. Tout à fait. Et mettre encore une fois la personne âgée au cœur de notre réflexion. Et je dois dire, je ne sais pas si on a le temps de prendre un appel ou prendre un appel peut-être après la pause. Nous sommes toujours avec David Bouillon et avec Véronique Besse et on parle de... On ne serait rien sans, vous savez, les personnes âgées. Comme vous dites, David Bouillon, il n'y a pas d'âge, il y a des vivants. Et c'est de ceux-là qu'il faut s'occuper. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, nous avons, je crois, une auditrice. Un deuxième appel d'Anne-Catherine qui appelle de Goudargues. Bonjour Anne-Catherine. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par un hommage aux soignants et aux aidants qui font en général un travail formidable et qui mettent énormément de dévouement et d'humanité. Et malheureusement, il y en a quelques-uns, des brebis noires, qui n'ont rien à faire dans ces métiers-là. À ce moment-là, effectivement, ce serait mieux qu'elles se reconvertissent. C'est vrai, comme dans tous les métiers d'ailleurs, il faut le dire. Exactement. Ouais. Je rebondis très vite sur ce que disait Madame la députée et je remercie énormément vos deux intervenants pour tout ce qu'elles ont dit. Mais il y a une chose que je voulais pas laisser passer, c'était il y aura moins de médecins, moins de dentistes, mais on va trouver une manière de faire autrement. Et là, je suis pas d'accord. Je pense que justement, au poste où elle est, c'est à elle d'exiger qu'on ait plus de médecins, qu'on ait plus de dentistes, parce que la santé des Français, de 1 an jusqu'à 97 ans, elle n'a pas de prix. Et c'est justement ce qui va garantir le bien vieillir. Donc, ce n'est pas des machines qui vont nous soigner, ce sont des êtres humains qui sont capables de poser un diagnostic et d'écouter des souffrances. À quoi ça sert de parler à une machine ? Véronique Besse. Alors vous avez tout à fait raison, hein, madame. Évidemment, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. On manque effectivement beaucoup de médecins généralistes, mais de médecins spécialistes aujourd'hui, et puis tous les professionnels de santé. Il y a eu des erreurs énormes de fait par les temps passés, tout gouvernement confondu, avec le numerus clausus, etc., etc. Et maintenant, on a du mal à remonter la pente, et on sait que pour former un médecin généraliste, c'est au moins 10 ans. Et voilà, donc ça pose vraiment des problèmes. Ce que je voulais dire, c'est pas du tout, c'était pas le fait qu'on s'en lave les mains, c'était bien au contraire. En fait, on fait avec ce qu'on a. Mais vous savez, c'est très compliqué. Il y a un lobby très fort à l'Assemblée nationale sur ce thème-là. Et dès qu'il y a une loi qui est proposée pour inciter de manière diverse et variée à ce qui est des professions, par exemple, on sait qu'il y a dans certains territoires, il y a une surpopulation de médecins et que dans d'autres territoires, donc il y a un désert médical. Exactement. Donc l'idée, c'est de dire, on répartit comme un peu pour les pharmaciens, il faut un pharmacien pour tant d'habitants. Mais dès qu'on prononce ce genre de choses, dès qu'on écrit ça dans une loi, c'est impossible. Au nom de le fait que ça soit de la médecine libérale. Le libre choix. Donc on n'y arrive pas. Malheureusement, on n'y arrive pas. Ce que je voulais dire, c'est que quelquefois, parce qu'il n'y a pas de médecins, parce que les médecins généralistes ne viennent plus à domicile, parce qu'ils n'ont plus le temps, parce que les dentistes ne se déplacent pas, mais la personne âgée est peut-être celle qui en pâtit le plus, en fait. Et quand je parle des dentistes, par exemple, quand il y a des problèmes bucco-dentaire chez une personne qui a du mal à s'exprimer, qui est très très âgée. Il y a ensuite des problèmes de nutrition, et quand il y a des problèmes de nutrition, on sait qu'ensuite ça va très vite et que la personne se déshydrate, se dénutrit, toute la chaîne, absolument. Etc. Voilà, donc il y a vraiment là au niveau de la prévention, pour qu'il y ait des examens réguliers, il y a vraiment un domaine à investir. Et en tout cas, ce sont des grands domaines d'aujourd'hui et de demain. David Bouillon, pour conclure. Oui, moi je voudrais quand même conclure dans le sens de l'auditrice, parce qu'en réalité,
les médecins et les infirmières ont tellement de surcharge administrative, parce qu'il y a des lecteurs de cartes, il faut rendre des comptes sans arrêt, ça prend des heures et des heures sur une journée, donc il faut alléger tout ce travail au profit de l'humain. Mais pendant ces crises sanitaires, ce qui a bien marché, parce qu'on oublie quand même de savoir que cette crise sanitaire est une crise d'une infection, c'est une infection. Donc ça veut dire que nous avons passé beaucoup de temps à aider ces personnes âgées, à booster leur système immunitaire, à faire vraiment une alimentation riche en vitamine D, en zinc et en vitamine C. Et nous avons montré comment utiliser un stéthoscope, un tensiomètre, comment utiliser un oxymètre. Donc ça veut dire que dès le moment où tous les paramètres peuvent être pris par la personne âgée et la famille, on a déjà une chance d'avoir un bon diagnostic de manière précoce. Parce que ce sont des personnes âgées, oui, mais elles sont faibles, elles sont vulnérables, et il faut agir vite. Donc on ne peut pas laisser une personne âgée avec une pneumonie pendant 10 jours. Et donc quand on a une prise de sang complète et tous les paramètres qui sont pris, on a un bon diagnostic. Monsieur Berkoff, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la maltraitance invisible concerne donc des privations de soins, des abstentions coupables de soins et des injections létales, c'est-à-dire que quand un médecin fait un diagnostic et qui croit que c'est le bon, il a le droit d'abréger la vie de la personne. Mais s'il se trompe de diagnostic, alors là, où va-t-on ? Et c'est ça le problème, c'est que moi je suis partant pour tout ce qu'on peut faire pour d'abord donner un bon diagnostic à la personne âgée et un maximum de chances pour quand même faire une fin de vie dans la dignité. Une prise de sang complète, M. Berkoff, nous avons 9 pages de prise de sang, nous avons les paramètres, l'oxygène et nous avons les traitements à domicile. Pourquoi dépenser de l'argent pour les hôpitaux, des ambulances, des réanimations, des services d'urgence qui coûtent cher, alors que la médecine générale ne coûte pas cher. Au départ, alors qu'on n'a pas fait de sérologie, voilà. Et la médecine générale, c'est pas le médecin généraliste, c'est le médecin généraliste et tous les soignants qui sont autour du patient. Je le répète, il faut toute l'équipe soignante autour, y compris le pharmacien. Et ne pas oublier qu'un médecin, c'est un médecin traitant, c'est-à-dire qu'il doit traiter et pas disparaître derrière le Doliprane. On est bien d'accord. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. Et merci David Bouillon. Merci André, merci Madame la députée. On continuera à parler de tout cela parce que ce n'est pas fini. Non. Et on va défendre le droit à la vie jusqu'à 110 ans, 112 ans. Au moins. Jusqu'au bonheur final. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.